Bienvenue à tous les passionnés de voitures anciennes. Moi aussi, aujourd'hui, on plonge dans un univers qui, à première vue, peut paraître loin de vos bolides vintage, Oui, la Formule 1. Mais croyez-moi, cette plongée dans l'histoire de la F1 vous réserve des surprises et des connexions fascinantes avec le monde des voitures classiques. exactement. On va parcourir plus de 70 ans d'histoire, d'innovation technologique et de rivalité légendaire, et vous verrez comment la Formule 1 a influencé et continue d'influencer le développement des voitures que vous admirez tant. Préparez-vous à découvrir des anecdotes incroyables, des destins tragiques et l'envers du décor de ce sport qui captive des millions de fans à travers le monde. On va commencer notre voyage dans le temps en 1950 à Silverstone pour le premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire. Imaginez un peu le contexte. Pas de technologie moderne, pas de simulation informatique, pas de combinaison ignifugée. Les pilotes prenaient des risques énormes sur des circuits bien moins sécurisés qu'aujourd'hui. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques et les normes de sécurité que l'on a. Absolument. Et pourtant, malgré ces dangers, cette époque a vu naître des légendes comme Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari et Stirling Moss. Ces pilotes étaient de véritables pionniers, repoussant les limites de la vitesse et de l'endurance. On a tous entendu parler de Fangio, mais honnêtement, je ne réalise pas l'ampleur de son talent. Fangio, c'est 5 titres de champion du monde en 8 saisons seulement. Imaginez. 24 victoires sur les 51 Grands Prix qu'il a disputés. C'est un exploit quasi inimaginable aujourd'hui. C'est vrai que ça met les choses en perspective. On a tendance à penser que les pilotes d'aujourd'hui sont plus talentueux, mais il faut prendre en compte le contexte de l'époque. Exactement. Les voitures étaient beaucoup moins fiables. Les courses étaient souvent interrompues par des accidents ou des pannes mécaniques. Remporter une course à cette époque était une véritable prouesse. Et il y a un autre fait qui m'a toujours étonné, la présence des 500 miles d'Indianapolis au championnat du monde de Formule 1. Ah oui, les 500 miles d'Indianapolis. Ouais, difficile de concevoir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Pendant 11 ans, cette course américaine, avec ses règles et son format unique, a fait partie intégrante du championnat de F1. C'est comme si on intégrait le Dakar au championnat de Formule 1 aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment la F1 cherchait encore son identité à l'époque. Tout à fait. On expérimentait différents formats de course. On intégrait des épreuves qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les grands prix européens. C'était une période d'exploration, de découverte. Et dans cette période d'exploration, un pays se distingue particulièrement, et l'Italie. Les constructeurs italiens comme Alfa Romeo et Ferrari dominaient la scène. Ah, la Dolce Vita. L'Italie et les voitures de course, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Ces constructeurs étaient à la pointe de la technologie. Leurs voitures rouges, symboles de puissance et d'élégance, ont marqué l'imaginaire collectif. Je me demande si cette domination italienne a eu une influence sur le design des voitures de sport de l'époque. Sans aucun doute, les lignes fluides, les courbes sensuelles des Alfa Romeo et des Ferrari ont inspiré de nombreux constructeurs automobiles à travers le monde. On retrouve l'influence italienne dans de nombreuses voitures de sport classiques. C'est fascinant de voir comment la Formule 1 a pu influencer le design automobile au-delà des simples voitures de course. Absolument. Et cette influence italienne, on la retrouve aussi chez les pilotes. Des noms comme Alberto Ascari et Giuseppe Farina résonnent encore aujourd'hui comme des symboles de l'audace et du panache à l'italienne. Ascari, double champion du monde, est une figure tragique de la F1. Malheureusement, oui. Un pilote extrêmement talentueux, connu pour son style de conduite agressif et spectaculaire. Mais il a trouvé la mort lors d'essais privés, nous rappelant brutalement les dangers inhérents à ce sport. C'est une triste réalité de ce sport qui repousse les limites. Mais parlons maintenant d'une époque où la Formule 1 a fait un bond technologique considérable. Les années 80, avec l'introduction des moteurs turbo-compressés. Ah, les années 80. Une période de démesure. Imaginez des moteurs développant plus de 1400 chevaux en qualification. Des monstres de puissance. 1400 chevaux. C'est presque 2 fois la puissance d'une Formule 1 actuelle. Exactement. Les vitesses étaient incroyables, les duels en piste étaient d'une intensité folle. C'était une époque où la technologie prenait le dessus pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, car cette période a aussi été marquée par des accidents dramatiques. Malheureusement, oui. Le sport a payé un lourd tribut à la vitesse. On se souvient tous de la mort d'Ayrton Senna en 1984, un événement tragique qui a bouleversé le monde de la Formule 1. La mort de Senna et celle de Roland Ratzenberger la veille
ont été un véritable électrochoc. Absolument. La FIA a réagi en introduisant des mesures de sécurité drastiques. La puissance des moteurs a été limitée, les circuits ont été modifiés, les équipements de sécurité des pilotes ont été améliorés. C'est à partir de ce moment-là que la sécurité est devenue une priorité absolue en Formule 1. Et ces années 80, c'est aussi l'émergence de rivalités légendaires, comme celle entre Ayrton Senna et Alain Prost. Deux pilotes au talent immense, mais aux personnalités radicalement différentes. Senna et Prost, c'était le feu et la glace. Senna, le Brésilien flamboyant, intuitif, presque mystique. Prost, le Français calculateur, méthodique, surnommé le professeur. Leur duel était électrique, captivant les fans du monde entier. Leur rivalité a atteint son paroxysme en 1989 lors du Grand Prix du Japon. Senna tente un dépassement osé sur Prost. Et boum, les deux voitures s'accrochent. Senna est disqualifié. Prost est sacré champion du monde. Mais la controverse fait rage. Cet incident a laissé des traces profondes. Les deux pilotes ne se sont jamais vraiment réconciliés. C'est ce genre d'histoire qui rend la Formule 1 si fascinante. Mais il y a aussi l'aspect business, avec l'influence grandissante de Bernie Ecclestone. Ah, Bernie Sir. Un personnage controversé. Il a transformé la Formule 1 en un véritable empire commercial. Il a compris le potentiel du sport, a négocié des contrats de diffusion télévisés lucratifs, attiré de nouveaux sponsors, organisé des courses dans de nouveaux pays. Il a globalisé la Formule 1, en quelque sorte. Exactement. Et c'est grâce à lui que la F1 est devenue le sport planétaire qu'on connaît aujourd'hui. Mais certains lui reprochent d'avoir sacrifié l'âme de la course au profit du business. C'est un débat qui continue de diviser les fans. On peut dire que les années 80 ont été une période charnière pour la Formule 1. Elles ont posé les bases du sport moderne, plus professionnel, plus global, plus spectaculaire. Mais la F1, ce n'est pas que des pilotes et des courses. C'est aussi un écosystème complexe, avec des organisations comme la FIA, la FOMM et la FOA. C'est vrai. La FIA, la Fédération internationale de l'automobile, c'est l'instance dirigeante du sport automobile mondial. Elle définit les règlements techniques et sportifs. Elle veille au bon déroulement des championnats. Ensuite, on a la FOM, Formula One Management, qui gère les droits commerciaux, comme les droits de diffusion TV. Et enfin, la FOA, Formula One Administration, s'occupe de la distribution des revenus entre des équipes. Tout un système pour gérer ce sport devenu une véritable machine. Et une fois que les pilotes ont goûté à la F1, quelles sont leurs options? Que se passe-t-il pour eux après la Formule 1? Il y a plusieurs voies possibles. Certains pilotes se tournent vers d'autres disciplines comme le DTM, un championnat allemand de voitures de tourisme très populaire. D'autres se lancent dans les courses d'endurance, comme les 24 heures du Mans par exemple. Et ces dernières années, on voit de plus en plus d'anciens pilotes de F1 s'engager en Formule 1. Le championnat du monde de monoplace électrique. Oui, c'est une tendance qui monte. La Formule E attire des pilotes de renom. C'est un championnat attrayant, à la fois technologique et engagé dans la lutte contre le changement climatique. Et pour les jeunes pilotes qui aspirent à la Formule 1, comment y arrivent-ils? Le parcours classique commence par le karting, puis passe par des formules de promotion comme la Formule 4, la Formule 3 et la Formule 2. Un processus long et exigeant qui demande beaucoup de talent, de travail et de sacrifice. On pourrait comparer ça à la formation d'un footballeur professionnel, en quelque sorte. Oui, c'est une bonne comparaison. Et de plus en plus, d'écuries de F1 créent des académies pour former les jeunes pilotes. Ces académies offrent un encadrement professionnel, un programme d'entraînement personnalisé et un accès à des infrastructures de pointe. C'est un peu comme les centres de formation pour les jeunes footballeurs. Tout à fait. Et ces académies jouent un rôle de plus en plus important dans le recrutement des pilotes de F1. On a beaucoup parlé des pilotes, des organisations, mais on n'a pas encore abordé l'aspect technique de la Formule 1. C'est un sport extrêmement réglementé. Et les règles ont beaucoup évolué au fil des années. C'est vrai, la réglementation technique est très détaillée. Et elle est constamment modifiée pour améliorer la sécurité, limiter les coûts et favoriser le spectacle. C'est un véritable casse-tête pour les ingénieurs qui doivent trouver des solutions innovantes pour rester compétitifs. Par exemple, on a vu le retour des pneus slick en 2009. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce terme, les pneus slick sont des pneus sans rainure qui offrent une adhérence maximale sur piste sèche. Le retour des slicks a permis d'augmenter considérablement la vitesse de passage en courbe. C'était une évolution importante pour le sport. Et il y a aussi le DRS, l'aileron arrière mobile, introduit en 2011. Le DRS, c'est un dispositif qui permet aux pilotes d'ouvrir une fente dans l'aileron arrière, ce qui réduit la traînée aérodynamique et leur permet de gagner en vitesse pour tenter un dépassement. C'est un peu comme un boost de vitesse en quelque sorte.
Exactement. Mais c'est un système qui a fait débat. Certains estiment qu'il artificialise les courses, d'autres pensent qu'il rend les dépassements plus spectaculaires. Et en 2014, on a assisté à une véritable révolution technologique avec l'arrivée des moteurs hybrides. Ah, les moteurs hybrides. C'est une nouvelle ère pour la Formule 1. Ces moteurs, qui combinent un moteur thermique et un moteur électrique, sont plus puissants, plus efficients et moins polluants. C'est intéressant de voir comment la Formule 1 s'adapte aux enjeux environnementaux. Et ces moteurs hybrides ont-ils eu un impact sur le design des voitures? Absolument. Les voitures de Formule 1 sont conçues pour exploiter au maximum les règlements techniques. Avec l'arrivée des moteurs hybrides, on a vu apparaître des ailerons avant plus larges, des museaux plus effilés, des pontons plus arrondis. Les voitures sont devenues plus complexes, plus sophistiquées. Tout ça pour gagner quelques dixièmes de seconde là. C'est incroyable. C'est ça, la Formule 1. Une quête de performance absolue. Et c'est ce qui la rend si fascinante. Et en parlant de fascination, on ne peut pas ignorer l'impact de la série Netflix Drive to Survive sur la popularité de la Formule 1. Drive to Survive a donné un coup de jeune à la Formule 1. La série a révélé les coulisses du sport, les rivalités entre les pilotes, les tensions au sein des équipes. Elle a rendu la Formule 1 plus accessible, plus humaine, plus captivante. Et ce succès a attiré un nouveau public, plus jeune, plus connecté, plus international. C'est une excellente nouvelle pour l'avenir de la Formule 1. Le sport doit continuer à se moderniser, à s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles attentes du public. Mais la Formule 1 doit aussi relever des défis importants, notamment en matière de développement durable. L'impact environnemental des courses est un sujet de préoccupation croissant. C'est vrai, la Formule 1 a une responsabilité. Elle doit réduire son empreinte carbone, en utilisant des carburants plus propres, en limitant les déplacements, en optimisant ses infrastructures. C'est un travail de longue haleine, mais qui est indispensable pour garantir la pérennité du sport. Il y a aussi le débat sur le contrôle des coûts, avec l'introduction d'un plafond budgétaire. C'est une mesure importante pour garantir une plus grande équité entre les équipes. Et pour éviter que la Formule 1 ne devienne un sport réservé aux plus riches, mais il faut trouver un équilibre entre la limitation des dépenses et la liberté d'innovation des équipes. On a beaucoup parlé des aspects techniques et économiques de Formule 1, mais n'oublions pas l'essentiel, la stratégie en course. Car la F1, ce n'est pas seulement une question de vitesse et de pilotage, c'est aussi un jeu d'échecs grandeur nature. Tout à fait. La stratégie en course peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Les équipes doivent prendre des décisions rapides, souvent difficiles, en fonction de multiples facteurs. L'état de la piste, la météo, la performance des pneus, la position des concurrents, les incidents de course. Et l'un des éléments clés de la stratégie, c'est le passage au stand. Quand s'arrêter pour changer de pneu. Opter pour une stratégie à 1 ou 2 arrêts. Tenter un coup de poker. Le choix de la stratégie est crucial et dépend de nombreux paramètres. Les équipes disposent de logiciels sophistiqués pour simuler différents scénarios. Mais il faut aussi savoir s'adapter aux imprévus. Un accident, une intervention de la voiture de sécurité, un changement de météo. Tout peut arriver en Formule 1. Et la rapidité d'exécution lors des arrêts au stand est essentielle. Absolument. Une équipe de mécaniciens bien entraînés peut faire gagner des secondes précieuses, voire faire basculer le résultat d'une course. Les arrêts au stand sont un balai millimétré où chaque geste compte. Et puis il y a la gestion des pneus, un aspect essentiel de la stratégie. En effet, il faut choisir les bons pneus en fonction des conditions de piste et savoir les préserver pour qu'ils restent performants jusqu'au bout de la course. Un pilote qui ménage ses pneus peut prendre un avantage considérable. Et la communication entre le pilote et son ingénieur de course est également cruciale. Oui, le pilote doit informer son ingénieur de l'état de la piste, de la performance de la voiture, de la position des concurrents. L'ingénieur analyse ces informations et prend les décisions stratégiques. C'est un véritable travail d'équipe. La stratégie en course, c'est ce qui fait de la Formule 1 un sport si imprévisible et captivant. On ne sait jamais qui va l'emporter jusqu'au dernier tour. C'est ça, la magie de la F1. Et pour comprendre comment se déroule la compétition, parlons du système de classement. Le système de classement en Formule 1, c'est un peu complexe, non? Il a évolué au fil des années. Mais le principe de base est simple. Des points sont attribués aux pilotes en fonction de leur position à l'arrivée de chaque Grand Prix. Le pilote qui cumule le plus de points à la fin de la saison est sacré champion du monde. Et le barème de points a changé plusieurs fois au cours de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, les 10 premiers pilotes marquent des points. 25 pour le vainqueur, 18 pour le second, et ainsi de suite. Depuis 2019, un point supplémentaire est accordé aux pilotes qui réalisent le meilleur tour en course, s'ils terminent dans le top 10. C'est une façon d'encourager les pilotes à attaquer jusqu'au bout. Et il y a aussi un classement des constructeurs, qui prend en compte les points des 2 pilotes de chaque équipe. Exactement. Le constructeur qui marque le plus de points est sacré champion du monde des constructeurs.
C'est un classement très important pour les équipes car il est souvent associé à des primes financières. C'est intéressant de voir comment le système de classement motive les pilotes et les équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout à fait. Et parlons maintenant de la pièce maîtresse de la Formule 1, le moteur. Le moteur, c'est le cœur de la performance. C'est lui qui fournit la puissance, la vitesse, l'accélération. Au fil des années, on a vu des moteurs de toutes sortes tours. Des V8, des V10, des V12, des moteurs turbocompressés, des moteurs atmosphériques. Chaque époque a eu ses particularités, ses innovations. Et la réglementation a constamment évolué pour limiter la puissance, réduire la consommation de carburant, favoriser le spectacle. C'est une course technologique permanente. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère des moteurs hybrides. Ces moteurs combinent un moteur thermique et un moteur électrique, ce qui les rend plus puissants, plus efficients et plus respectueux de l'environnement. C'est une révolution technologique qui a eu un impact majeur sur la Formule 1. C'est fascinant de voir comment la Formule 1 s'adapte aux enjeux de notre époque. Et cette technologie hybride a aussi ajouté une nouvelle dimension à la stratégie en course. Avec la gestion de l'énergie électrique, les pilotes doivent maintenant gérer l'utilisation de cette énergie pour maximiser leur performance. C'est un peu comme jouer aux échecs, mais avec des voitures de course. C'est une excellente image. Et la technologie de moteur hybride est en constante évolution. Les ingénieurs travaillent sans relâche pour améliorer la puissance, l'efficacité et la fiabilité de ces moteurs. La Formule 1 est un véritable laboratoire d'innovation, non seulement pour l'industrie automobile, mais aussi pour d'autres secteurs. Et parlons maintenant de la transmission et des boîtes de vitesse. La transmission, c'est le lien entre le moteur et les roues. Et la boîte de vitesse permet de modifier le rapport de transmission pour adapter la puissance du moteur aux différentes situations de course. Et les boîtes de vitesse en Formule 1 ont beaucoup évolué au fil des années. On est passé des boîtes manuelles aux boîtes semi-automatiques, puis aux boîtes séquentielles. Aujourd'hui, les boîtes de vitesse sont extrêmement sophistiquées. Elles sont contrôlées électroniquement et les pilotes peuvent changer de rapport en une fraction de seconde à l'aide de palettes situées derrière le volant. La rapidité et la précision de ces changements de rapport sont essentiels pour la performance. C'est incroyable de voir comment la technologie a transformé la Formule 1. Et en parlant de technologie, parlons du volant. Le volant d'une Formule 1, c'est bien plus qu'un simple volant. C'est un véritable centre de contrôle, avec une multitude de commandes, d'écrans et d'informations. On y trouve les palettes de changement de rapport, les boutons pour régler les paramètres de la voiture, les écrans affichant les informations de télémétrie, les voyants signalant les problèmes mécaniques. Le volant d'une Formule 1 est conçu pour être ergonomique, intuitif et fiable. Le pilote doit pouvoir accéder à toutes les commandes sans quitter la piste des yeux. C'est un véritable défi de conception. Et le design des volants a beaucoup évolué. On est passé des simples volants en bois au volant en fibre de carbone, avec des écrans LCD, des boutons rétroéclairés, des joysticks. Les volants modernes sont de véritables bijoux de technologie, conçus sur mesure pour chaque pilote en fonction de sa morphologie et de ses préférences. Ils reflètent la complexité croissante des Formule 1 modernes. On a parlé des moteurs, de la transmission, des volants. Mais il y a un élément qu'on ne peut pas oublier, les pneumatiques. Ah, les pneus Joujiké. Le seul point de contact entre la voiture et la piste. C'est un élément crucial en Formule 1. Et sa performance peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Au fil des années, on a vu des pneus de toutes sortes, des pneus slicks, des pneus rainurés, des pneus intermédiaires, des pneus pluie. Chaque type de pneu a ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients. Le choix des pneus dépend des conditions de piste, de la météo, de la stratégie de course. C'est un véritable casse-tête pour les équipes. Et la gestion des pneus est un art. Absolument. Un pilote qui sait ménager ses pneus peut prendre l'avantage sur ses rivaux, même s'il n'a pas la voiture la plus rapide. On a vu des courses gagner ou se perdre dans les derniers tours à cause d'une mauvaise gestion des pneus. Et la technologie des pneumatiques est en constante évolution. Oui, les manufacturiers travaillent sans relâche pour améliorer l'adhérence, la durabilité, la résistance à l'usure des pneus. Et la Formule 1 est un formidable terrain d'essai pour ces innovations. Depuis 2011, c'est Pirelli qui fournit les pneus de la Formule 1. Il propose une gamme de pneus avec des caractéristiques d'adhérence et de durabilité différentes, ce qui ajoute une dimension stratégique aux courses. Exactement. Les équipes doivent choisir les pneus les plus adaptés à chaque circuit, en fonction des conditions de piste. De la météo. De leur stratégie. C'est un choix crucial qui peut influencer le résultat d'une course. Et on ne peut pas oublier les pneus pluie, ces pneus aux rainures profondes qui permettent d'évacuer l'eau et d'assurer une meilleure adhérence sur une piste mouillée. Les courses sous la pluie sont toujours spectaculaires. Et les pilotes doivent faire preuve de beaucoup de talent pour maîtriser leur voiture dans ces conditions difficiles. C'est vrai. Les pneus pluie ajoutent une dimension d'incertitude et de spectacle aux courses de F1.
On a passé en revue de nombreux aspects techniques de la Formule 1, mais n'oublions pas l'élément essentiel qui permet de maîtriser toute cette technologie, le système de freinage. Ah oui, les freins à déploiement. Un élément vital qui permet aux pilotes de ralentir leur bolide à des vitesses incroyables. Les freins d'une Formule 1 sont soumis à des contraintes extrêmes. Imaginez un peu passer de 300 km/h à 80 km en quelques secondes dans un virage serré. Le système de freinage est un chef-d'œuvre de technologie. Des disques de frein en carbone, des étriers de frein en aluminium, des plaquettes de frein haute performance. Tout est conçu pour résister à la chaleur intense générée par les freinages. Et cette technologie des freins en carbone a des applications dans l'industrie automobile, n'est-ce pas? Absolument. On retrouve des freins en carbone sur certaines voitures de sport haut de gamme. C'est un exemple parfait de transfert de technologie de la Formule 1 vers l'industrie automobile. C'est fascinant de voir comment la recherche de performance en F1 a des répercussions sur les voitures que nous conduisons au quotidien. Et la performance du système de freinage est cruciale, non seulement pour la sécurité des pilotes, mais aussi pour la performance de la voiture. Un bon freinage permet de négocier les virages plus rapidement, de gagner du temps sur ses adversaires. Le système de freinage est un élément clé de la stratégie en course, et il est contrôlé électroniquement, ce qui permet aux pilotes de régler la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière de la voiture en fonction des conditions de piste. La Formule 1, c'est une combinaison de technologie de pointe, de talent de pilotage et de stratégie. Et derrière toute cette technologie, il y a des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire de la Formule 1. Ah oui, les figures emblématiques de la Formule 1. On a envie d'entendre leurs histoires, de découvrir les personnalités qui se cachent derrière ces légendes. Avec plaisir. La Formule 1 a été marquée par des personnalités hors du commun, des pilotes, des ingénieurs, des directeurs d'écurie qui ont tous contribué à écrire la légende de ce sport. On pense bien sûr aux pilotes légendaires, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Ces pilotes ont tous en commun un talent exceptionnel, une détermination sans faille et un courage à toute épreuve. Ils ont repoussé les limites du possible et ont inspiré des générations de fans. Fangio, par exemple, est considéré comme le premier grand champion de la Formule 1 pour 5 titres mondiaux dans les années 50. À une époque où les voitures étaient beaucoup moins sûres qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Fangio était un pilote d'exception, capable de s'adapter à toutes les situations, à tous les circuits, à toutes les voitures. Il était respecté par ses adversaires pour son talent et son fair-play. Et Jim Clark, ce pilote écossais qui a dominé la F1 au début des années 60. J'ai lu qu'il avait une finesse et une précision incroyables au volant. Clark avait un don inné pour le pilotage. Il était capable de tirer le meilleur de n'importe quelle voiture. Malheureusement, il a trouvé la mort lors d'une course de Formule 2 en 1968, à seulement 32 ans. Une perte immense pour le sport automobile. Et comment ne pas parler d'Ayrton Senna, le pilote brésilien qui a marqué la Formule 1 des années 80 et 90. Senna était un pilote charismatique, passionné, presque mystique. Son style de pilotage était unique, agressif, spectaculaire. Il était adoré par les fans pour son talent, son charisme et son engagement. Senna a remporté 3 titres mondiaux, mais sa carrière a été tragiquement interrompue par cet accident mortel lors du Grand Prix de Saint-Mahin en 1994. Un moment terrible pour la F1. Après Senna, c'est Michael Schumacher qui a dominé la Formule 1. 7 titres mondiaux, de nombreux records, un pilote talentueux, travailleur, extrêmement compétitif et un fin stratège. Il savait exploiter la moindre faiblesse de ses adversaires. Et aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton qui domine la scène. Il a égalé le record de 7 titres mondiaux de Schumacher. Hamilton est un pilote d'exception, doté d'un talent inné et d'une vitesse pure impressionnante. Il est aussi un excellent communicant et utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. La Formule 1 a eu la chance d'avoir des pilotes aussi talentueux et charismatiques. Absolument. Mais la F1, ce n'est pas seulement des pilotes, c'est aussi des ingénieurs, des designers, des mécaniciens, des stratèges. C'est un travail d'équipe où chaque membre joue un rôle essentiel. On pense par exemple à Colin Chapman, le fondateur de l'écurie Lotus, qui a révolutionné la conception des F1 dans les années 60 et 70. Chapman était un visionnaire, un ingénieur hors pair. Il a introduit des concepts novateurs, comme le châssis monocoque, l'aérodynamique active, les suspensions actives. Il a repoussé les limites de la technologie. Et Adrian Newey, l'ingénieur britannique qui a conçu certaines des F1 les plus performantes de l'histoire. Newey, c'est un génie de l'aérodynamique. Ses voitures collent à la piste et exploitent au maximum les règlements techniques. Il a remporté de nombreux titres mondiaux avec des équipes comme Williams, McLaren et Red Bull. Et n'oublions pas les directeurs d'écurie, ces hommes qui dirigent les équipes et prennent des décisions stratégiques. Comme Jean Todt,
qui a mené Ferrari à une période de domination sans partage au début des années 2000. Un manager charismatique, un fin stratège, un excellent motivateur. Il a su créer une équipe soudée autour de Michael Schumacher et a permis à Ferrari de remporter de nombreux titres mondiaux. Ou Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, qui a construit une équipe performante autour de Sébastien Vettel puis de Max Verstappen. Horner est un manager moderne qui a su s'adapter aux évolutions de la Formule 1. Il a une approche pragmatique de la compétition et s'est créé un environnement propice à la performance. Toutes ces figures ont contribué à faire de la Formule 1 ce qu'elle est qu'aujourd'hui. Un sport technologique de pointe, un spectacle planétaire, une légende vivante. Exactement. Et cette légende est entretenue par sa présence dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, dans les jeux vidéo, dans la littérature ou à la télévision. On a tous en tête des films cultes inspirés par la Formule 1. Grand Prix de John Frankheimer, par exemple. Un classique du genre qui capture l'essence de la Formule 1 des années 60. Et les jeux vidéo de Formule 1 qui permettent aux fans de vivre l'expérience de la course de l'intérieur. Et la littérature n'est pas en reste, avec des romans, des biographies, des essais qui racontent la passion, les rivalités, les drames de la Formule 1. Et puis la télévision, bien sûr, qui a joué un rôle majeur dans la popularisation de la Formule 1. Les retransmissions des Grands Prix attirent des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et aujourd'hui, les médias sociaux amplifient cette popularité. Pilotes, équipes, fans, tout le monde partage ses impressions, ses analyses, ses émotions en temps réel. La Formule 1 est devenue un véritable phénomène culturel qui transcende les frontières, les langues, les cultures. Et cette présence dans la culture populaire contribue à son attractivité, à son rayonnement, à sa pérennité. Tout à fait. La Formule 1 se nourrit de son image, de son histoire, de ses légendes. Et cette image, véhiculée par la culture populaire, la rend accessible à un public toujours plus large. La Formule 1 ne se contente pas de vivre en la culture populaire, elle la façonne aussi. Elle inspire des artistes, des designers, des musiciens, des créateurs de mode. On voit de plus en plus de collaborations entre la Formule 1 et des marques de luxe, des artistes contemporains, des créateurs de mode. La Formule 1 est devenue une source d'inspiration, une référence esthétique, un symbole de performance et de sophistication. C'est une évolution intéressante, qui montre que la Formule 1 est capable de se réinventer, de séduire de nouveaux publics, de s'inscrire dans l'ère du temps. Absolument. La Formule 1 a compris qu'elle devait s'ouvrir au monde, se connecter à de nouveaux publics, s'inspirer des autres formes d'expression artistique. On a exploré le passé et le présent de la Formule 1, mais quel est son avenir ? Quels sont les défis et les opportunités qui l'attendent ? L'avenir de la Formule 1 est passionnant. Elle est à la croisée des chemins, confrontée à des défis majeurs, mais aussi à des opportunités extraordinaires. L'un des défis majeurs est la question du développement durable. La Formule 1 doit réduire son impact environnemental en utilisant des carburants plus propres, en limitant ses déplacements, en optimisant ses infrastructures. C'est une nécessité absolue. Les fans, les sponsors, les autorités publiques, tout le monde est de plus en plus sensible à la question du développement durable. La Formule 1 doit s'engager dans cette voie si elle veut préserver son image et son avenir. C'est un défi de taille, mais la F1 a déjà commencé à prendre des mesures concrètes. On parle de carburant synthétique, de moteurs plus efficients, de matériaux recyclés. Oui, c'est encourageant, mais il faut aller plus loin. La Formule 1 doit devenir un modèle en matière de développement durable. Elle doit montrer qu'il est possible de concilier performance sportive et respect de l'environnement. Oui. Et justement, en parlant de carburant synthétique, j'ai lu que la F1 envisage sérieusement leur utilisation. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont ces carburants et leur potentiel ? Bien sûr, les carburants synthétiques, aussi appelés e-fuel, sont produits à partir d'eau et de dioxyde de carbone capturés dans l'atmosphère. Le processus de fabrication utilise des énergies renouvelables, ce qui rend ces carburants neutres en carbone. C'est donc une alternative aux carburants fossiles qui pourrait avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de CO2. Exactement. Et l'avantage des carburants synthétiques, c'est qu'ils sont compatibles avec les moteurs à combustion interne actuels. Pas besoin de révolutionner complètement la technologie des moteurs. Donc la F1 pourrait adopter ces carburants sans avoir à repenser totalement ses voitures. C'est ça. Et imaginez l'impact si la Formule 1, avec sa visibilité mondiale, devenait un promoteur des carburants synthétiques. Cela pourrait accélérer leur développement et leur adoption par l'industrie automobile en général. La F1 pourrait vraiment jouer un rôle de pionnier dans la transition énergétique. Absolument. Et en plus des carburants synthétiques, la F1 explore d'autres pistes pour réduire son impact environnemental, comme la limitation des déplacements. Oui, la F1 est un sport mondial. Les équipes parcourent des milliers de kilomètres chaque année pour participer au Grand Prix. C'est un point noir pour le bilan carbone du sport. C'est vrai. Il faut trouver des solutions pour réduire les distances parcourues.
On pourrait imaginer des grands prix regroupés par région géographique, par exemple. Oui, cela permettrait de limiter les voyages en avion et de privilégier des modes de transport plus écologiques comme le train ou le camion. Exactement. Il faut repenser la logistique de la Formule 1 en intégrant la dimension environnementale. Et on pourrait aussi envisager de compenser les émissions de carbone en investissant dans des projets de reforestation, par exemple. C'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de l'impact environnemental de la F1. Tout à fait. L'important, c'est que la F1 prenne conscience de sa responsabilité et qu'elle s'engage concrètement dans la voie du développement durable. Et en parallèle à ces enjeux environnementaux, la F1 doit aussi gérer la question des coûts, qui est un sujet sensible. Oui, la Formule 1 est un sport très coûteux et il est important de trouver un équilibre entre le maintien du spectacle et la maîtrise des dépenses. L'introduction du plafond budgétaire est une étape importante pour limiter les dépenses des équipes et favoriser une plus grande équité. C'est une mesure essentielle pour la santé financière du sport. Mais il faut veiller à ce que ce plafond ne bride pas l'innovation technologique, qui est l'un des piliers de la Formule 1. C'est un défi de taille. Trouver le juste équilibre entre la maîtrise des coûts et la liberté d'innovation. Exactement. Et pour rester à la pointe de la technologie, la F1 doit s'ouvrir aux nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou la blockchain. Ces technologies ont le potentiel de révolutionner la F1, n'est-ce pas? Absolument. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour optimiser les réglages des voitures, analyser les données de course en temps réel et aider les équipes à prendre les meilleures décisions stratégiques. On imagine des algorithmes capables de prédire l'usure des pneus, le moment optimal pour un arrêt au stand, la meilleure trajectoire en fonction des conditions de piste. Exactement. L'IA pourrait transformer la stratégie en course et rendre les grands prix encore plus passionnants. Et la réalité virtuelle, quel rôle pourrait-elle jouer? Imaginez des fans qui pourraient vivre l'expérience d'un Grand Prix d'intérieur, en pilotant virtuellement une Formule 1, en ressentant les vibrations du moteur, la force centrifuge dans les virages. Une immersion totale dans l'univers de la F1 depuis son canapé. Exactement. La réalité virtuelle pourrait créer de nouvelles formes de divertissement pour les fans et les rapprocher encore plus de leurs pilotes et de leurs équipes préférées. Et la blockchain Reserve, cette technologie qui est sur toutes les lèvres, pourrait-elle avoir un impact sur la F1? La blockchain pourrait garantir la sécurité et la transparence des transactions financières dans l'écosystème de la F1. Imaginez des contrats intelligents qui automatisent les paiements des sponsors, des droits de diffusion, des primes de course. Une gestion financière plus transparente, plus sécurisée, plus efficiente. Exactement. La blockchain a le potentiel de révolutionner de nombreux aspects de la F1, de la gestion des droits aux relations avec les salles. On dirait que l'avenir de la F1 s'annonce riche en innovation et en rebondissement. Et j'ai l'impression qu'il y aura un impact sur l'industrie automobile en général. Oui, la F1 a toujours été un laboratoire d'innovation pour l'industrie automobile. Les technologies développées pour la compétition finissent souvent par se retrouver dans les voitures de série que nous conduisons au quotidien. C'est un processus fascinant de transfert de technologie. On peut penser aux matériaux composites, aux systèmes de freinage, aux suspensions actives, aux moteurs hybrides. Autant de technologies qui ont d'abord été testées en F1 avant d'être intégrées aux voitures de série. Exactement. La F1 a joué un rôle de pionnier dans le développement de nombreuses technologies automobiles. On peut citer l'injection électronique, le turbocompresseur, les boîtes de vitesse séquentielles, autant d'innovations qui ont amélioré la performance, la fiabilité et la sécurité des voitures de série. Et cette influence de la F1 ne se limite pas à la technologie. On voit des collaborations dans le domaine du design, du marketing, de la communication. Tout à fait. La Formule 1 est une marque prestigieuse qui véhicule des valeurs de performance, d'innovation et de sophistication. De nombreuses marques de luxe, de haute technologie, de sport s'associent à la F1 pour bénéficier de son image et de sa notoriété. C'est un échange gagnant-gagnant. La F1 bénéficie du soutien financier des sponsors et les marques profitent de la visibilité et de l'image de la F1. Exactement. C'est un partenariat qui contribue au développement de la Formule 1 et à la promotion des marques. Et cette influence de la F1 sur d'autres industries devrait continuer à se développer dans les années à venir. Avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA, la réalité virtuelle et la blockchain, la F1 a le potentiel de devenir un moteur d'innovation encore plus puissant. Je suis d'accord. La F1 a toujours se réinventer et s'adapter aux changements. Elle a tous les atouts pour continuer à inspirer d'autres industries et contribuer au progrès technologique. Revenons un instant à l'émission Vintage Car Chronicles et essayons de faire le lien entre l'histoire de la F1 et l'univers des voitures anciennes. Avec plaisir. La F1, c'est aussi une histoire de passion, de design, d'élégance. Des valeurs que l'on retrouve dans les voitures anciennes,
qui sont souvent de véritables œuvres d'art. Oui, on voit bien ce lien entre la F1 et les voitures anciennes. C'est une histoire de passion, de beauté, de performance, ça se rejoint. Mais il y a autre chose qui nourrit cette passion, c'est la compétition, les rivalités. Ah oui, les rivalités, c'est le cœur de la Formule 1, les duels mythiques, comme Prost contre Senna bien sûr. Deux champions, deux personnalités opposées. D'un côté, Prost, calme et calculateur. De l'autre, Senna, la fougue, l'instinct. Un vrai choc des titans, hein? Ça a dépassé le cadre du sport, cette rivalité. On se souvient de leurs batailles sur la piste, les déclarations dans la presse, la tension entre les deux camps. Oui, tout à fait. Et puis, on a eu Schumacher contre Häkkinen. Une autre rivalité qui a enflammé la fin des années 90. Le talent et l'audace de Häkkinen face à la détermination de Schumacher. Deux styles de pilotage différents, de vision de la course, et des duels mémorables. Des dépassements de folie. On retenait notre souffle à chaque Grand Prix. Exactement. Des moments de sport inoubliables. Et plus récemment, il y a eu Hamilton contre Vettel. Deux champions d'exception qui se sont battus pour le titre. Hamilton, le prodige, le talent pur. Vettel, le quadruple champion du monde qui voulait rebondir. C'était intense, des stratégies folles, on sentait la pression. C'est clair. Il y avait un moment. Toutes ces rivalités ont nourri la légende de la F1. Elles nous ont offert des moments de sport uniques, des émotions incroyables. Et ces histoires, elles continuent à vivre. Elles vivent à travers les documentaires, les films, les livres aussi. La Formule 1, ça a toujours inspiré les artistes. Oui, absolument. Il y a des films cultes comme Grand Prix de Frankenheimer qui nous plonge dans la F1 des années 60. Ou Rush qui raconte la rivalité entre Lauda et Hunt. Le Mans 66 aussi, avec la bataille entre Ford et Ferrari. Ces films, ils nous font vivre l'ambiance, la tension des courses. C'est ça, la magie du cinéma. Et il y a aussi les documentaires comme Senna, un portrait magnifique du pilote brésilien, ou Drive to Survive, la série Netflix qui nous montre les coulisses de la F1 actuelle. Et puis, il y a tous les livres, les biographies des pilotes, des romans, des essais. On en apprend beaucoup sur la F1 à travers ces livres. Bien sûr. On peut citer L'art de la course automobile de Senna, Total Competition de Ross Brawn, il y en a tellement. C'est une mine d'informations. On comprend mieux le sport, les pilotes, les stratégies. Mais la F1, ce n'est pas que des livres et des films. C'est une communauté de passionnés, des fans qui vibrent pour ce sport. Ah oui, les fans. Ils sont le cœur de la Formule 1. L'ambiance des Grands Prix, la ferveur, l'émotion, c'est grâce à eux. Sans les fans, la F1 ne serait pas la même. On les voit dans les tribunes, avec les couleurs de leurs équipes. Ils encouragent leurs pilotes. C'est incroyable l'énergie qu'ils dégagent. Ils sont partout sur les réseaux sociaux, ils commentent les courses, ils débattent. C'est une vraie force, les fans. Et la F1, elle a compris ça. Elle essaie de se rapprocher des fans. Oui, il y a des séances d'autographes, des rencontres avec les pilotes, on peut visiter les paddocks. C'est important de créer ce lien avec le public. C'est ça, la F1, c'est plus qu'un sport, c'est une passion, une grande famille. Exactement. C'est une famille qui va au-delà des frontières, des langues. La F1, c'est universel. C'est ce qui la rend si forte. Elle rassemble des gens du monde entier. Bon, on arrive à la fin de notre deep dive. J'espère que ce voyage dans l'univers de la Formule 1 vous a plu. On a parcouru son histoire, ses technologies, ses légendes. Moi, j'ai adoré partager ma passion avec vous. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours à Pasova. On vous emmène à la découverte de l'automobile, avec toujours autant de passion. Exactement. Et avant de se quitter, je vous laisse avec une petite question. On a vu à quel point la F1 a évolué en 70 ans. Alors, à quoi ressemblera-t-elle dans 70 ans? Quelles seront les technologies du futur? Les voitures. Les pilotes. Laissez vos imaginations vous emporter. Bonne question. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, Fafette? Une chose est sûre, la Formule 1 continuera à nous surprendre. À Taraj.